on enregistre cette réunion de manière à pouvoir ensuite retraiter les, les sujets qui auront été abordés, les questions auxquelles, j'espère, nous aurons pu apporter des réponses. Et ça nous permet de travailler après la réunion. Oui, donc Benjamin a rappelé que les questions, on vous propose plutôt de les garder pour la fin. Il y aura plusieurs séquences. Une séquence sur notre vision des projets de la France concernant les lois anticorruption et les difficultés qu'on rencontre et le sentiment qu'on a que la France ne fait pas tout ce qu'elle devrait, de notre point de vue, pour progresser dans ces domaines. Sarah, c'est Laurence Fabre qui évoquera principalement ce point avec l'évaluation autour de la loi Sapin 2. Il y aura ensuite Sarah qui nous parlera du projet sur l'amélioration de la justice, avec des inquiétudes qu'on a concernant la manière dont serait traitée la justice financière. Puis Sarah enchaînera sur un autre sujet, qui est le sujet Big Malion, et plutôt sur les suites de ce procès, pour dire ce qu'on voit comme perspective, comme intérêt à ce qui s'est passé. Et puis ensuite, c'est notre... Non, d'abord, il y aura de nouveau Sarah pour parler des biens mal acquis, Sarah Brimboeuf, cette fois-ci, qui parlera de la suite de ce que j'ai appelé les 2 victoires tout à l'heure. Et enfin, notre président fera un point transversal, général, sur l'actualité, sur les perspectives à court et moyen terme, et avec en ligne de mire, évidemment, la future présidentielle. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait que je dise en introduction. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne réunion. Je tâcherai, si j'interviens, simplement de cadrer les intervenants pour leur rappeler leur devoir en termes de respect du timing. Donc Laurence, peut-être, si tu m'entends, ça va être à toi. Je la vois déjà. Elle est à Merci San Alain. Francisco. Elle est à San Francisco, c'est formidable. Mais oui, c'est les miracles de la technologie. Merci beaucoup Alain, bonsoir à tous. Et merci pour l'intérêt que vous portez à la fois à nos actions, au sujet que nous traitons et le soutien que vous apportez plus généralement à Transparency. Un mot pour vous dire que l'actualité en ce second semestre a été relativement riche sur les questions de l'anticorruption, notamment parce qu'une mission parlementaire avait été missionnée, mandatée pour évaluer l'outil que nous avons en France sur la lutte contre la corruption, qui est la loi Sapin 2, une loi qui a maintenant 4 ans d'existence et que les parlementaires ont souhaité évaluer. Le rapport a été rendu au mois de juillet. Les 2 députés qui étaient en charge de ce travail sont les députés Gauvin et Marleix. Et le rapport, je dois dire, nous a à la fois surpris, je dirais, de manière positive et à la fois généré un certain nombre d'inquiétudes. Le rapport évalue la globalité du dispositif de la loi Sapin 2, pour lequel vous savez que nous avons été extrêmement actifs par notre plaidoyer au moment où il s'est agi de l'adopter. Et c'est un dispositif équilibré puisqu'il met en lumière et il développe une architecture complète pour la lutte contre la corruption, à la fois sur un plan institutionnel, mais aussi sur la prévention et la répression. Et ce sont l'ensemble de ces éléments, avec un volet lobbying par ailleurs, qui sont traités par la mission d'évaluation. La mission d'évaluation se propose, si vous voulez, d'améliorer la loi Sapin 2. Et dans les faits, sous couvert d'amélioration, on voit bien qu'il y a un certain détricotage de l'équilibre et de l'architecture qui avait été celle de la loi adoptée. D'abord, sur un plan institutionnel, cette proposition de loi qui ensuite
et je le dis d'ores et déjà, a fait l'objet d'un arbitrage à Matignon et est revenu entre les mains des députés, déposé, mais nous n'avons pas encore la version intégrale, mais quelques éléments là-dessus. Mais la proposition initiale, si vous voulez, se proposait déjà d'affaiblir, à notre sens, considérablement l'Agence française anticorruption, puisqu'il s'était agi de transférer à peu près l'ensemble de ses missions, en tout cas en matière de prévention de la corruption dans le secteur privé, auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au motif qu'il y aurait au fond un doublon sur les activités dévolues à l'Agence française anticorruption et à la Haute Autorité. C'est un point de vue que nous ne partageons pas. Nous considérons que l'Agence française anticorruption n'a pas démérité, qu'elle avait en 4 ans un travail important à faire, puisqu'il s'agissait de contrôler à la fois le secteur privé, mais de faire aussi des missions de sensibilisation, mais aussi de s'intéresser au secteur public, et qu'il nous semble que en peu de temps, l'Agence française anticorruption a, sur un plan national, réussi à imprimer son autorité, mais aussi à l'international, pour laquelle la loi Sapin II lui a dévolu un certain nombre de missions un peu plus complexes dans la répression de la corruption, et pour lequel elle a, à travers des dossiers importants, que sont les dossiers Airbus ou les dossiers de la Société Générale, qui sont les dossiers de la grande corruption, marqué un certain nombre de points et a permis sa reconnaissance par ses homologues étrangers de son efficacité et de sa crédibilité dans les actions qu'elle a menées. Donc ce premier volet institutionnel nous inquiète parce qu'il est pour nous une forme de détricotage de la façon dont la politique anticorruption devait être pilotée par l'Agence française anticorruption. Et sur ce sujet, il y a eu quelques évolutions après les arbitrages de Matignon, mais néanmoins, le projet tel qu'il est proposé ne nous semble pas équilibré au regard de la mission que nous avons défendue pour l'Agence française anticorruption. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question pour nous très importante de la répression de la corruption. Vous savez que la corruption est un fait par nature complexe, opaque, qui implique de nombreux intermédiaires, des intermédiaires qui se situent dans plusieurs pays, et qu'il convient de se donner les moyens de cette répression qui est toujours difficile quand il s'agit de faire des enquêtes à mettre en œuvre, à la fois parce que la justice ne dispose pas suffisamment de moyens pour le faire. Le parquet national financier aujourd'hui compte 16 magistrats, ce qui est assez peu pour traiter d'affaires de cette importance, mais aussi parce que la loi Sapin II a réfléchi à la façon dont on pouvait trouver des outils complémentaires à la répression. Et elle l'a fait à travers un outil très technique qui s'appelle la Convention judiciaire d'intérêt public. Et cette Convention judiciaire d'intérêt public nous a permis de marquer, sans rentrer dans les détails, des points dans la répression de la corruption, puisque finalement, en 4 ans d'existence, elle a permis que soient traitées un peu plus de 13 affaires de corruption importantes, ce qu'on appelle la grande corruption essentiellement. Et donc, c'est vrai que c'est un outil que nous regardons et que nous observons avec beaucoup d'intérêt parce qu'il est à la fois un outil pragmatique, un outil qui est une transaction en fait pénale, un outil pragmatique, un outil efficace et un outil en même temps qui crée, si vous voulez, un nouveau champ du droit. Ça, c'est un peu compliqué et c'est sur ce dernier point que véritablement la proposition qui est formulée et le rapport des parlementaires nous inquiète dans la mesure où il s'agirait finalement de faire cet outil transactionnel qui est en fait un outil pour le parquet, pour poursuivre la corruption, qui est un outil supplémentaire, un outil finalement plutôt un outil aux mains des entreprises qui pourraient à la fois choisir d'y recourir dans des conditions qu'elles estimeraient devoir être plus prévisibles, et c'est absolument pas l'esprit de la loi, sous couvert, si vous voulez, d'améliorer cet outil, dont tout le monde fait consensus pour dire que c'est un outil qui nous a permis véritablement d'entrer en scène sur le plan international dans la lutte contre la corruption, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, il s'agirait plutôt d'adapter cet outil aux besoins des entreprises plutôt que de renforcer
ceux qui sont censés poursuivre la corruption. Donc ça, c'était évidemment un point d'attention et d'inquiétude qui est à la fois technique, très juridique, mais sur lequel nous restons très vigilants parce que les orientations qui sont prises aujourd'hui ne correspondent pas à ce que nous souhaitons dans le cadre de cette possible révision de la loi Sapin 2. Il y a tout un volet qui est un peu plus consensuel, en tout cas pour nous, qui est le volet du lobbying, dont je ne suis pas une spécialiste, mais qui sera certainement traité dans d'autres réunions et qui nous permet de dire qu'en réalité, nous sommes quand même alignés sur les réformes qui sont proposées au terme de ce rapport et au terme de la proposition telle qu'elle semblerait se profiler. Voilà, si vous voulez, nous sommes à un moment important parce que nous sommes avant les élections présidentielles. L'OCDE, je vais y venir, va rendre son rapport d'évaluation pour la France et nous avons cette préparation de révision de la loi Sapin 2 qui est vraiment notre outil pour combattre la corruption et qui, elle, comporte un certain nombre de points d'inquiétude. Et donc, il faut rester vigilant. On a un calendrier qui nous permet de nous mobiliser, mais c'est vrai que sur des sujets aussi techniques que la communication n'est pas toujours évidente parce qu'ils sont stricto sensu juridiques et c'est par ce biais juridique que l'on a essayé, si vous voulez, nous semble-t-il, de détricoter à la fois l'équilibre et le maillage qui avait été fait par la loi Sapin 2. Le deuxième point qui est important et sur lequel il nous faut prendre quelques minutes, c'est évidemment l'évaluation que va rendre l'OCDE sur la France dans le cadre de l'évaluation de la Convention d'agents publics étrangers, c'est-à-dire comment la France met en œuvre une convention dont elle est signataire, qui est le seul outil international de lutte contre la corruption et qui représente là aussi les moyens de poursuivre la corruption internationale, c'est-à-dire la grande corruption. Et donc, cette évaluation qui est attendue, qui est importante, qui nous donne quand même des signaux forts sur la politique qui est envisagée en matière de lutte contre la corruption, qui est au fond analysée, qui est jugée, c'est aussi un temps fort pour nous et c'est un temps fort que nous avons préparé puisque nous sommes auditionnés dans ce cadre-là au titre de la société civile. Nous faisons part de nos inquiétudes, des sujets qui nous paraissent à la fois préoccupants, ceux qui nous semblent correspondre aux recommandations qui avaient été faites. La France avait été évaluée en 2012 et ça avait été un fort levier, si vous voulez, pour démarrer toute la réflexion sur une véritable politique de lutte contre la corruption. Donc, ce sont des leviers importants de réflexion et sur lesquels il nous faut être présents. Donc, nous le sommes à travers les auditions, mais aussi à travers la préparation de ces auditions, puisque le mouvement est investi dans un audit, on va dire, tous les 2 ans, à travers ces sections des pays qui sont concernés par la convention de l'OCDE. C'est-à-dire que le mouvement nous propose de participer à l'évaluation de la France avec un canevas de questions tout à fait techniques qui nous permettent de faire remonter auprès de notre secrétariat à Berlin les éléments qui sont préoccupants pour nous, ceux sur lesquels nous souhaitons attirer l'attention de l'OCDE. Et ce rapport que nous faisons, il est joint aux rapports qui sont faits par un ensemble de sections du mouvement de transparency international, au titre d'un rapport final qui s'appellera Exporting Corruption et qui est désormais publié et que vous trouvez sur notre site, et qui nous permet d'avoir une vision à travers le documenté, à travers le travail qui est fait par les sections des pays concernés, de savoir un petit peu comment les pays se comportent dans l'application de cette convention. Alors, nous avons mis en exergue un certain nombre de points qui sont évidemment les avancées de la lutte contre la corruption à travers justement cette loi Sapin 2 qui est très précieuse pour nous, qui est notre outil de travail. Nous avons aussi mis quelques warnings sur toutes les questions de blanchiment qui sont évidemment la même
l'autre face d'une même médaille. Là où il y a de la corruption, vous avez généralement du blanchiment. Nous avons mis aussi quelques warnings sur les questions On de peut pas l'accès parler aux français, données. hein. Et c'est vrai que ce sont des éléments qui sont pris en compte. Alors, que va dire ce rapport à la fin de l'année? Il sera présenté au moment de la session plénière au mois de décembre. Pour l'instant, nous n'avons pas énormément d'informations. Nous savons simplement qu'en matière de fraude fiscale, et je dirais que l'actualité est venue appuyer au fond les constatations de l'OCDE, la France ne faisait pas véritablement son travail en matière de lutte, enfin pour se donner les moyens, pardon, de véritablement combattre la lutte, la fraude fiscale. Et c'est évidemment des sujets qui sont très liés, la fraude fiscale, la corruption, le blanchiment, ce sont souvent des sujets que nous retrouvons dans de mêmes dossiers. Et donc, il est important de pouvoir globalement envisager ces sujets. Sur le reste, les éléments n'ont pas été encore portés à notre connaissance et donc ce serait difficile de venir aujourd'hui vous dire, nous, ce que nous allons trouver dans ce rapport. Mais ce qui est certain, c'est que ce sera un moment fort pour nous, pour à nouveau réimpulser les messages que nous avons à faire passer et les faire passer à la fois dans ce calendrier présidentiel, dans le cadre de réformes qui sont en cours, notamment sur cette proposition de loi des députés Gauvin et Marlex pour améliorer ou en tout cas pour faire avancer certaines des dispositions de la loi Sapin 2. Et donc, nous sommes vigilants parce que le calendrier est à la fois chargé, il est intéressant, on a besoin de mobilisation et c'est vrai que la technicité des sujets implique que vous puissiez tous accéder à une information qui vous permette aussi d'être acteurs à côté de nous des actions que nous engageons. Je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez quelques questions, quelques précisions supplémentaires ou complémentaires que vous pourriez souhaiter. Merci beaucoup, Laurence. Alors, je tiens à te faire mes plus plates excuses. Je ne t'ai pas présenté à toutes les personnes qui sont avec nous ce soir. Donc, Laurence est chez nous responsable du pôle du programme secteur privé. Et au-delà de ça, elle pilote le programme des partenariats et la responsable de tout ce qu'on fait en termes de formation dans l'enseignement supérieur. Alors, je vais tâcher de ne pas faire la même erreur maintenant en donnant la parole à Sarah. Donc, Sarah Eliafi, c'est notre responsable de plaidoyer pour ce qui concerne la vie publique. Et je te laisse, Sarah, présenter ton sujet et le développer en te remerciant d'avance. Merci beaucoup, Alain. Merci, Laurence, pour ta présentation qui a une totale cohérence entre les deux sujets. Donc, ce sera tout à fait bienvenu pour entamer ce sujet qui est un petit peu aride également. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter le plaidoyer qu'on mène encore sur ce qu'on appelle le projet de loi pour la confiance en l'institution judiciaire, qui illustre parfaitement les propos que Laurence vient de vous présenter. Donc, ce projet de loi dont vous avez peut-être entendu parler, porté par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a pour ambition, comme son nom l'indique, de restaurer la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire. Alors, initialement, il a beaucoup fait parler de lui, puisque c'est le projet de loi qui propose notamment d'enregistrer et d'organiser des captations vidéo de certains procès à des fins pédagogiques, pour qu'ils puissent être transmis dans certaines émissions pour rapprocher les citoyens du monde judiciaire et comprendre le rôle de chaque acteur qui compose ce milieu. Néanmoins, ce projet de loi cache beaucoup d'autres dispositions qui nous posent problème en matière de moyens de la justice financière et plus largement de lutte contre la corruption, qui est le mandat de notre association, bien sûr. Il nous pose problème sur deux points. Je vais commencer par un point de méthode avant d'arriver sur les fonds des sujets. Sur la méthode, il pose quelques questions. C'est un projet de loi ambitieux, un projet de loi régalien, et qui a connu un calendrier assez étonnant, puisqu'il a été présenté en Conseil des ministres en mi-avril, et dès le 20 mai, il était adopté à l'Assemblée nationale, ce qui est très court en matière de délai.
et ce qui a eu pour conséquence d'avoir un petit peu sauté les étapes d'audition des experts, d'audition des acteurs du milieu concerné, donc du milieu de la justice, mais aussi de la police, les associations. Nous aurions pu tout à fait être approchés par les rapporteurs de la loi pour être entendus sur ce sujet, ce qui n'a pas été le cas. Il faut ajouter à ça le fait que maintenant, quasiment tous les projets de loi présentés par le gouvernement sont sous procédure accélérée. Ça veut dire qu'il y a une lecture par chambre à l'Assemblée nationale, au Sénat, une commission ensuite qui essaie de trouver un texte de compromis et c'est terminé, la plupart du temps. Ce qui dénote un petit peu d'une volonté de traiter assez rapidement des sujets qui sont pour autant fondateurs et au centre de notre vie démocratique. Donc là, d'un point de vue calendrier, c'est ce projet de loi qui je vais présenter les points qui nous posent souci. Donc a été dès le mois de mai examiné par l'Assemblée nationale. Le passage au Sénat s'est fait courant du mois de septembre. Et ce qu'on appelle dans le jargon une commission mixte paritaire qui est composée à la fois de députés et de sénateurs se réunira en principe la semaine prochaine pour trouver un texte de compromis. Si cette commission aboutit sur un texte de compromis, le projet de loi sera adopté définitivement. Et sinon, si ce n'est pas le cas, il repassera pour le coup en examen dans les chambres parlementaires. Donc voici, c'est le point où nous en sommes. On attend donc cette commission mixte paritaire qui aboutira normalement sur un texte de compromis. Le deuxième souci que ce texte pose, donc là c'est sur le fond, ce projet de loi est globalement ouvertement critiqué parce qu'il y a un décalage total entre son intitulé, donc comme je vous ai dit, qui a pour ambition de restaurer la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire, et finalement dans son contenu, on découvre une juxtaposition d'éléments très techniques, très procéduraux, qui ne semble pas vraiment répondre à la problématique de départ. Pour Transparency International, nous voyons ce texte de loi comme un signal très préoccupant qui s'ajoute aux signaux que Laurence vous présentait juste avant, puisque donc, sous couvert d'aménagement de procédures extrêmement techniques, on voit une volonté ou pas, ça c'est la question qu'on se pose aussi, mais en tout cas une volonté de saper les outils dont la France dispose pour lutter efficacement contre la corruption, ce qui est, et finalement par extension également, c'est vrai pour les sujets relatifs à la fraude fiscale ou encore au blanchiment. Ce texte de loi pose de vraies questions sur la volonté du gouvernement de renforcer la détection et la poursuite des cas de corruption. Je vais vous expliquer pourquoi. Un article de ce projet de loi, en tout cas dans sa rédaction initiale, donc proposée par le ministère de la Justice, comportait une volonté, et comporte toujours par ailleurs, une volonté de raccourcir dans le temps les enquêtes préliminaires. Les enquêtes préliminaires, c'est donc un des outils à la disposition des autorités pour enquêter, comme son nom l'indique, mais qui, cela peut s'entendre évidemment, qui pose des problèmes de droit du justiciable, d'ouverture au contradictoire, puisque c'est une modalité d'enquête assez particulière. Néanmoins, cette enquête préliminaire est l'outil privilégié du parquet national financier, dont Laurence vous parlait tout à l'heure, qui est la juridiction phare et la plus efficace en matière de poursuite des faits de corruption, de fraude fiscale ou de blanchiment en France. Donc, c'est son outil privilégié. Et là, on voit bien que dans ce projet de loi, il y a une volonté de raccourcir les délais de ces enquêtes qui peuvent être très longues dans les cas de crimes et délits économiques et financiers, puisque par définition, ce sont des montages très complexes, ce sont des affaires très opaques qui nécessitent beaucoup plus que le délai envisagé dans ce projet de loi qui serait de 2 ans maximum, éventuellement rallongé d'1 an. Ce qui voudrait dire que le parquet national financier, pour ne parler que de lui, aurait 3 ans pour boucler ses enquêtes. Ce qui, dans les cas, dans le domaine économique et financier, est quasiment impossible puisque, par exemple, 80% des enquêtes sur ces délits-là demandent des entraides internationales, ce qui prend de fait minimum 1 an. Donc, on est vraiment sur une volonté d'entraver le travail des enquêteurs en matière économique et financière. Cela pourrait être acceptable si, par ailleurs, il y avait une volonté forte du ministère de la Justice d'augmenter drastiquement les moyens
des magistrats instructeurs qui récupéraient de fait beaucoup d'enquêtes à la suite des délais qui seraient dépassés. Seules 2 catégories d'enquêtes dans le projet de loi initial ne faisaient pas partie de cette réduction. En tout cas, il y avait un régime dérogatoire pour que ces enquêtes puissent être prolongées. Seuls 2 types de crimes et délits étaient concernés, c'était les cas liés aux affaires de terrorisme et ceux liés à la criminalité en bande organisée. Nous souhaitions, donc quand nous avons commencé à nous emparer très sérieusement de ce sujet et à déployer des actions de plaidoyer auprès des sénateurs, puisque voilà, c'est vraiment finalement, comme je vous avais parlé d'un calendrier qui était extrêmement rapide, où on s'est vraiment rendu compte de l'ampleur des risques que posait ce projet de loi après le vote à l'Assemblée. Donc, nous avons déployé des efforts de plaidoyer auprès des sénateurs qui ont pris le temps de nous écouter. On a pu organiser beaucoup de réunions, envoyer beaucoup de notes. Donc, aujourd'hui, on est fort heureusement, grâce au travail des sénateurs et à notre plaidoyer, on arrive à un système un peu hybride où les crimes et délits économiques et financiers ne seraient pas concernés par ce raccourcissement de 2 ans des enquêtes préliminaires. Ce qui laisse un petit peu de marge au parquet national financier pour continuer à travailler de manière satisfaisante. C'est un équilibre précaire, mais comme je vous disais en interne, on n'a pas fini cet examen du projet de loi, mais c'est en bonne voie. Autre sujet bien plus compliqué et bien plus polémique en tout cas, concerne le renforcement du secret professionnel des avocats à leurs activités de conseil. Ça a été intégré lors du passage à l'Assemblée nationale. Ça n'avait pas été proposé initialement par le garde des Sceaux, mais proposé par les députés eux-mêmes sur un plaidoyer, pour le coup, qui a été très efficace, on le reconnaît, du Conseil national des barreaux. Cet ajout nous pose problème, puisque là, c'est une question de détection et de poursuite des cas de corruption qui se verraient une nouvelle fois entravés. On le voit encore, et là de manière tout à fait spectaculaire récemment avec les Pandora Papers, certains cabinets d'avocats qui travaillent dans le conseil et pas dans la défense peuvent participer ou contribuer, même de manière pas intentionnelle, à des montages tout à fait sophistiqués pour des clients qui ont des intentions pas forcément très louables et qui souhaiteraient échapper à l'impôt. Donc, nous, on se pose de ce point de vue-là, on trouve que c'est problématique dans le cadre d'une lutte efficace contre la corruption. C'est un sujet qui fait vraiment débat, puisque, encore une fois, on ne s'oppose pas au secret professionnel des avocats. Il est par ailleurs déjà très bien protégé dans le droit. C'est un pilier d'une démocratie qui fonctionne bien, donc il n'y a vraiment aucun souci. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est poser encore plus de freins à des enquêtes, qui appliqueraient éventuellement des poursuites, évidemment on le souhaite, à des enquêtes qui sont déjà par nature extrêmement complexes. Donc là, ce serait rajouter encore une couche de complexité. Donc, de la même manière, nos préoccupations ont été entendues par les sénateurs, mais on voit bien que cet équilibre est extrêmement fragile, et pour cette fameuse commission mixte paritaire qui va arriver, on craint que les modifications apportées par les sénateurs ne soient pas gravées dans le marbre. Donc ça, c'est encore tout à fait préoccupant. Il y a enfin un dernier article qui me pose souci, qui est un petit peu à côté de ces sujets-là, mais tout de même, qui est l'introduction au Sénat d'une modification de la définition de la prise illégale d'intérêt, donc qui concerne beaucoup les collectivités territoriales et les élus locaux, qui aurait un peu la même conséquence, c'est-à-dire d'entraver la détection, la poursuite de potentiels cas de corruption, la prise illégale d'intérêt étant la traduction juridique du conflit d'intérêts. Je fais juste une petite parenthèse. Le garde des Sceaux qui porte donc ce projet de loi est lui-même mis en examen pour prise illégale d'intérêt, ce
qui ajoute à la confusion un petit peu des genres et au fait que ce projet de loi qui a été adopté très vite à l'Assemblée, aujourd'hui devient autrement plus politique. Donc, voilà, je ne vais pas être plus longue ni plus, voilà, apporter de la confusion, mais en tout cas, ce projet de loi pour Transparency illustre de manière assez spectaculaire ce que disait Laurence juste avant et ce que nous commençons à voir et qu'on a de plus en plus de mal à hésiter à qualifier d'improvisation du gouvernement en matière de lutte contre la corruption. On voit bien qu'il y a des petits ajustements ou des petites modifications sans qu'il y ait vraiment de coordination au niveau de l'exécutif. On n'est pas face à une vraie politique publique de lutte anticorruption. Donc, on reste très mobilisé avec les autres associations aussi. J'ai oublié de mentionner qu'on avait publié une tribune le 28 septembre dans le journal Le Monde avec Anticor et Sherpa, qui sont les deux autres associations anticorruption, et le syndicat Solidaire Finances Publiques, pour dénoncer donc, ces sujets-là, que je vous invite à retrouver sur le site du Monde. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue sur ce sujet, mais en tout cas, à l'heure où la France est scrutée par la communauté internationale, par l'OCDE, qui rendra son rapport, comme l'a dit Laurence, en décembre, où la France stagne dans le classement de l'indice de perception de la corruption depuis 4 ans maintenant, quand on voit des projets de loi qui arrivent à toute vitesse sans réelle préparation et qui peuvent avoir pour conséquence de saper l'effort français dans la lutte contre la corruption, on a de quoi s'inquiéter et en tout cas compter sur nous pour continuer à porter ces sujets et à en faire un sujet à part entière au moment de l'élection présidentielle auprès des différents candidats. Je m'arrête ici. Merci Sarah. Tu vas garder la main, je crois, pour le sujet suivant. Mais merci pour cette brillante démonstration, encore une fois, de la fameuse formule le diable est dans les détails. Les responsables ont beaucoup de travail pour aller chercher tous les trucs, tous les vices qui peuvent se cacher dans certaines certaines démarches associées à l'élaboration des lois. Alors, il y avait, avant que tu passes peut-être à Big Magnon, je me permets de reprendre à la volée une question qui a été posée par écrit, auquel tu peux peut-être répondre très brièvement, qui est, tu as beaucoup parlé de la rapidité qui était parfois un peu étonnante, et la question était, est-ce que ce n'est pas un moyen de plus pour détricoter une loi ? C'est pas forcément évident de répondre, mais en tout cas, de notre point de vue, c'est vraiment assez étonnant de voir un texte, encore une fois, qui a une ambition folle. On voit dans les différents baromètres de la confiance, il y a moins d'un Français sur deux qui a confiance en l'institution judiciaire, donc il y avait un réel enjeu. Après, on arrive en fin de quinquennat, donc c'est évident que le calendrier législatif est relativement embouteillé, mais ça n'excuse pas le fait de passer en toute vitesse un projet de loi portant sur ces sujets-là. Et surtout, ce qui est surtout très étonnant, c'est finalement sur la question des enquêtes préliminaires et des moyens d'action de la justice sur les sujets qui nous intéressent. Quel est le rapport entre ce sujet-là et la confiance des Français dans l'institution judiciaire? Puisque la question des enquêtes préliminaires, sans entrer dans les détails, mais c'est un petit peu, ça peut laisser imaginer ce projet de loi, de la manière dont il est rédigé, c'est un petit règlement de compte aussi du garde des Sceaux qui a eu des difficultés avec certains magistrats, notamment des magistrats financiers, quand il exerçait en tant qu'avocat. L'article 2 dont je parlais sur les enquêtes préliminaires est un article éminemment politique. C'est ce qu'on comprend, puisque des enquêtes préliminaires qui dureraient des années et des années et des années de manière tout à fait opaque et officieuse, on n'en est plus tellement là. Et des enquêtes préliminaires qui dépasseraient les 3 ans, on parle de 3% des enquêtes préliminaires en France. Donc, on parle vraiment d'une portion congrue de ces enquêtes. Est-ce que c'est la nécessité de figurer dans une loi qui a pour vocation de restaurer la confiance dans l'institution judiciaire? Voilà, la question se pose vraiment. Et ça semble, c'est une question éminemment politique,
les questions, voilà, il y a plus de questions que de réponses. Mais en tout cas, voilà, le doute est là. Merci. Alors, Sarah, tu as parlé de la fin du quinquennat et donc la suite est toute trouvée pour parler des conséquences concernant les campagnes présidentielles bien, qui démarrent d'ailleurs. Donc, je te laisse la main pour ce sujet, Big Malion, et qu'est-ce qu'on peut en déduire pour la suite. Merci. Et promis, après ça, j'arrête de parler. Donc, effectivement, je vais vous parler des enseignements du procès Big Malion et en tout cas rebondir sur l'actualité qu'on a connue ces 2 dernières semaines avec donc, le tribunal judiciaire de Paris qui a rendu son jugement le 30 septembre. Il y avait 14 prévenus, si je ne dis pas de bêtises, 15, dont Nicolas Sarkozy, qui était président de la République et candidat à sa réélection en 2012, qui a été reconnu coupable de financement illégal de campagne. Et donc la peine encourue et politique a été d'1 an de prison ferme. Donc il y a des appels, donc on aura de nouveau, je pense, des occasions de parler de cette affaire. Mais donc c'est un sujet de plaidoyer très fort, Transparency, depuis plusieurs années maintenant. Malheureusement, le quinquennat qui est en train de s'achever n'a pas vraiment pris ce sujet à bras-le-corps, qui pourtant, de notre point de vue, est un sujet, là on parlait de confiance des citoyens envers les institutions juste avant, là on est au cœur du sujet. Quand on voit un candidat à l'élection présidentielle tricher pour assurer sa réélection, et quand j'ai triché, c'est contourner la loi, ça pose des questions de confiance, et tant qu'on n'aura pas politiquement pris à bras-le-corps ce sujet, on continuera à avoir ces mêmes sujets de défiance de la population. Alors, le rendu du tribunal, donc il y a 2 semaines, je pense qu'on peut parler d'un véritable tournant judiciaire, puisque la justice, pour le coup, elle a fait son travail. Les peines ont été prononcées, elles sont justes et elles sont surtout conformes à ce que prévoit la loi. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, nous, ce qu'on demande du Transparency, c'est maintenant un tournant politique, un électrochoc politique. On parle d'une affaire qui a maintenant 9 ans. Et visiblement, rien ne s'est passé de manière significative pour éviter qu'un Big Malion 2 se reproduise à l'avenir. Donc, on porte un plaidoyer fort en faveur d'une réforme globale du financement politique, mais vraiment l'élection présidentielle, puisque la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer que l'élection la plus importante du pays soit si vulnérable aux fraudes et aux viols de la loi électorale. C'est quand même assez surprenant. Et on voit bien que cette affaire Big Malion illustre en plus je ne dirais pas le fait que Transparency ait raison, mais en tout cas, on voit bien que les pistes que nous proposons sont très sûrement les bonnes et pertinentes. Puisque si le plaidoyer de Transparency, je vais y revenir tout de suite, avait été traduit en actes, donc en loi, en réforme constitutionnelle, on peut imaginer qu'un Big Malion n'aurait pas eu lieu, puisque nous aurions eu les moyens de détecter le système de double comptabilité qui a été mis en place, donc à la fois par l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy et de l'UMP à l'époque, qui a fait en sorte que le candidat Nicolas Sarkozy a dépassé le plafond autorisé des dépenses, qui est aujourd'hui fixé à 22 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, ce qui laisse un petit peu de marge, mais qui a été dépassé du double. Donc, quels sont les sujets, les pistes de réforme proposées par Transparency? Ce serait que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui existe en France, qui est le régulateur, qui est l'autorité de contrôle pour s'assurer de la sincérité des comptes des équipes de campagne, pour toutes les campagnes électorales, que ce soit présidentielle, mais aussi municipale. Cette commission, aujourd'hui, elle n'a pas de possibilité de travailler en temps réel avec les équipes de campagne pour
pour s'assurer que qu'on soit dans les clous financièrement. C'est-à-dire qu'il faut attendre que le scrutin soit terminé, donc que le président ou une présidente soit élu, pour que la commission puisse commencer à s'assurer de la conformité des comptes des différentes campagnes. Ce qui nous pose problème, puisque la question que cela pose, c'est qu'aurions-nous fait si Nicolas Sarkozy avait été élu en 2012 et qu'on s'était rendu compte en 2013 qu'il avait triché très allègrement pour se faire élire. Donc ça, c'est une vraie question. Si nous avions cette capacité de contrôler en temps réel les dépenses d'un candidat, la commission des comptes de campagne pourrait alerter de temps en temps avec peut-être un système de communication graduée, de faire une première alerte, une deuxième alerte si on voit que les dépenses sont complètement incontrôlées, et peut-être une alerte publique pour avoir une sorte de pouvoir de dissuasion, et que voilà, que les candidats, puisqu'ils se regardent tous en champ de faïence pendant une campagne, se disent bon, on va peut-être regarder aussi nos comptes à nous pour voir si on est dans les clous. En plus de ça, ce qu'on propose en plus de ce contrôle en temps réel, c'est que cette commission, pendant cette année électorale, puisse aussi regarder les comptes des partis politiques, puisque les partis politiques financent parfois jusqu'à 95% un candidat. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Les partis politiques rendent une sorte de bilan comptable une fois par an à la commission, puisqu'il y a une loi qui régit le statut des partis politiques. Par contre, la commission ne peut pas regarder en temps réel les comptes de ces partis, puisque les partis sont protégés par un article de la Constitution, c'est l'article 4, et qui fait que ce sujet n'avance que très peu encore aujourd'hui. Donc, on voit bien que ce procès Big Maillon illustre de manière extraordinaire les manques et notre plaidoyer que nous allons continuer inlassablement à porter et que nous allons mettre en débat le 22 novembre prochain lors d'un colloque que nous organisons au Palais du Luxembourg, réunissant les sachants, les experts, donc des professeurs de droit constitutionnel, de droit public, mais également des responsables politiques, associatifs, pour mettre en débat ces solutions que nous proposons, donc le temps réel et les partis politiques inclus dans le champ du contrôle, mais plus globalement une augmentation des moyens de cette Commission nationale des comptes de campagne qui fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'on veut bien lui donner. Donc, nous allons remettre ces sujets en débat, profiter de cette fenêtre d'opportunité que nous donne aussi le procès Big Maillon, et pour alerter, encore une fois, sur le fait qu'aujourd'hui, à la question peut-il, en 2022, est-ce qu'on peut imaginer qu'un deuxième Big Maillon se reproduise? Malheureusement, la réponse étant oui, on voit bien qu'on continuera à plaider pour qu'une grande réforme d'envergure ait lieu lors du prochain quinquennat. Et pour cela, il faut qu'il y ait un peu de volonté politique. C'est une réforme très difficile, mais on voit bien les risques institutionnels et en matière de confiance dans la démocratie que cela pose tant qu'on ne fait rien. Le statu quo est tout à fait inacceptable. Et voilà, je m'arrête là. Merci Sarah. C'est pas trop dur, hein, 2 sujets comme ça d'affilée. C'est un peu ça. Et pas simple, oui. Mais ô combien passionnant pour tous ceux qui s'intéressent à nos sujets. On va passer au sujet suivant sans transition. Donc là, c'est Sarah Box. Vous parlez des suites de ce qu'on a appelé tout à l'heure les 2 victoires sur les biens mal acquis. Alors, Sarah est notre responsable de plaidoyer grande corruption. Voilà, donc flux financier illicite aussi, pardon, oui, ça c'est quand même important à dire. Donc je te laisse la parole, Sarah. Merci beaucoup Alain. Bonsoir à tous. Alors je vais évoquer la question des biens mal acquis et après, car comme le disait Alain en début de réunion, il s'est passé beaucoup de choses cet été.
Non seulement on a eu une décision définitive dans le procès Obiang, qui doit vous être familier, qui a marqué la condamnation finale de Théodorine Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale et fils du président de ce pays, et qui a également confirmé de manière définitive la confiscation de l'ensemble de ses biens en France. On parle d'environ 150 millions d'euros, dont en particulier un hôtel particulier justement situé avenue Foch à Paris. Quelques jours après la décision de la Cour de cassation qui a marqué un point final dans ce procès historique, le Parlement français a définitivement adopté une loi de restitution. Et donc, en 2 semaines, dans le cœur de l'été, nous avons eu des points finaux à 2 combats historiques de l'association, un premier procès bien mal acquis et l'adoption d'une loi restitution. Alors, en effet, à ce stade, on peut se poser la question bien mal acquis et après. Je déclinerai mes propos en 2 points. Le premier point, pour vous expliquer un petit peu ce qui a été adopté et les échelons, les prochains chapitres qu'il reste à écrire en matière de restitution de manière générale, en matière de dispositifs de restitution. Et en deuxième point, j'évoquerai les procès qui restent en cours, puisqu'il n'y avait pas que les biens mal acquis équato-guinéens qui faisaient l'objet d'un procès. Il y a plusieurs procès en France qui sont plus ou moins avancés. Il y a à peu près une vingtaine de procédures qui font l'objet d'une enquête. Transparency International France est partie civile dans certaines de ces affaires. Et l'actualité nous montre qu'il pourrait y avoir d'autres procès. On a vu les Pandora Papers qui sont sortis la semaine dernière, qui ont révélé l'existence de plusieurs biens immobiliers d'exception en France qui appartiendraient qui appartiennent à des dirigeants étrangers. Donc, il faut savoir d'où vient l'argent. Est-ce qu'il vient d'une origine illicite ? Et il y a d'autres, l'actualité en Afghanistan, au Liban, nous montre aussi que le combat des biens mal acquis est plus que jamais actuel. Donc, je reviens sur le premier point. Qu'est-ce qui a été adopté cet été en matière de restitution ? Quelque chose de fondamental. Les 2 piliers du dispositif français de restitution ont été adoptés. On a, donc dans une loi d'aide au développement, on a réussi à faire passer, avec l'aide évidemment des députés de la majorité, mais pas seulement, de l'opposition également, et un dialogue très constructif avec le gouvernement, il y a eu 2 paragraphes inscrits dans cette loi de l'aide au développement. 2 paragraphes très, très courts finalement, mais qui posent vraiment les jalons du futur mécanisme français de restitution, qui circonscrivent le champ infractionnel du mécanisme. On circonscrit qui est visé, quelles personnes sont visées. Donc, ce sont les personnes politiquement exposées d'origine étrangère, donc grosso modo les dirigeants étrangers et leurs familles ou leur entourage proche. Et quelles infractions sont visées? Donc, il s'agit des infractions de blanchiment et de recel de corruption, blanchiment de corruption et d'autres infractions d'atteinte à la probité. Ce qui a également été posé, c'est que l'argent confisqué sera affecté à des projets d'aide au développement dans les pays d'origine, au plus près des populations victimes, et dans le respect des principes de transparence, de redevabilité et avec l'association des organisations de la société civile. Et ces 3 principes, donc transparence, redevabilité et inclusion de la société civile, sont primordiaux, et Transparency a mené un plaidoyer très actif pour qu'ils soient inscrits dans la loi française. Alors aujourd'hui, maintenant que ces principes, que nous avons ces fondations, ces premières étapes du mécanisme de restitution, et que ces principes sont inscrits dans la loi, est-ce que c'est terminé ? Eh bien non. Il faut maintenant s'assurer que ces principes ne restent pas lettre morte, qu'ils soient traduits en pratique, qu'ils soient traduits dans un cadre juridique, un cadre budgétaire, un cadre réglementaire suffisamment souple pour pouvoir couvrir l'ensemble des procédures de restitution, puisque il faut que le mécanisme puisse s'adapter à une restitution en Guinée équatoriale, en Syrie, en Asie centrale. S'adapter à plusieurs situations extrêmement diverses de par politiquement, géographiquement, etc., diplomatiquement. Donc suffisamment souple, mais suffisamment contraignant pour éviter qu'il reste lettre morte et que les avoirs, les fonds restitués disparaissent, soit malversés ou détournés dans le cadre du processus de restitution. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs provisions qui sont en train d'être discutées au Parlement actuellement dans le cadre de la loi de finances pour 2022. C'est tout le côté budgétaire du mécanisme de restitution. Et Transparency demandait particulièrement que les avoirs, l'argent restitué ne soit pas comptabilisé en aide publique au développement, soit distinct de l'aide publique au développement française, pour qu'on sache vraiment que l'argent qui va être affecté à un projet de développement en Guinée équatoriale, par exemple,
Ce n'est pas de l'aide publique au développement, ce n'est pas de l'argent français, c'est de l'argent qui a été confisqué mais qui n'a jamais appartenu à la France. Donc, ça ne peut pas être traité comme un don, comme un prêt. Et donc, on a dans l'actuel projet de loi de finances pour 2022 écrit noir sur blanc bien que les avoirs restitués ne seront pas comptabilisés en aide publique au développement. C'était très attendu et on peut se féliciter de ce que ce message que nous avons répété incessamment ces derniers mois ait été entendu. Et outre ces provisions budgétaires, il est en train d'être négocié actuellement entre le ministère des Affaires étrangères français et l'Agence française de développement une convention qui va régler les modalités techniques, les modalités pratiques de la restitution, puisque l'Agence française de développement sera l'un des principaux acteurs qui gérera les processus de restitution. Pas le seul. Le mécanisme qui a été adopté dans la loi de cet été est assez large pour permettre de passer par l'AFD, mais pas seulement, ça peut être par des organisations internationales de type ONU, Banque mondiale, ou par des grandes ONG internationales. Mais l'AFD, et c'est une volonté du gouvernement, sera quand même au cœur de la majorité des processus de restitution. Donc, il s'agit vraiment de continuer à influencer la construction du mécanisme de restitution et de faire en sorte que les grands principes qui sont dans la loi se traduisent dans ces modalités techniques et pratiques. Voici à peu près pour ce mécanisme de restitution et les prochaines étapes. Alors, pour revenir et pour m'éloigner, prendre un petit peu de recul, pour revenir un petit peu sur l'angle très actuel, nous sommes encore partie civile dans plusieurs procédures de type bien mal acquis. Il y a le Gabon et il y a la République du Congo. Donc, ces procès ont débuté au même moment que celui de la Guinée équatoriale. Les instructions sont encore en cours et nous sommes extrêmement actifs. Nous suivons de près l'instruction et nous travaillons vraiment de près sur ces dossiers. Il y a également 2 dossiers un petit peu moins connus dans lesquels nous sommes partie civile, c'est la Tunisie et l'Égypte. Nous nous étions constitués partie civile au lendemain des printemps arabes et nous suivons également de près ces dossiers puisque même si l'actualité est un petit peu moins concentrée sur ces dossiers, des enjeux très importants apparaissent et nécessitent la concentration et l'attention à la fois des ONG comme Transparency, également des avocats qui travaillent à ces dossiers. Et enfin, là, je vous parle pour le futur, j'en parlais, les Pandora Papers. Tous les ans, nous avons des scandales et dès qu'on se penche un peu dans ces scandales, on voit qu'il y a, lorsqu'il y a des montages de paradis fiscaux impliquant des sociétés enregistrées dans des juridictions offshore, pas tout le temps, mais souvent, on trouve 1 ou 2 affaires qui s'apparentent à du blanchiment. Donc là, on regarde attentivement ces affaires également. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va vers l'autorité judiciaire ou qu'on se constitue partie civile, mais on suit de ça de très près avec nos sections qui sont potentiellement impliquées dans ces affaires et avec notre mouvement pour trouver des réponses à ces scandales dans un angle judiciaire ou de plaidoyer. Nous tournons également vers nos décideurs publics pour les alerter sur les failles qui existent de nos dispositifs anti-blanchiment, par exemple, et proposer nos recommandations. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Merci. Merci, Sarah. Alors, avant de passer la main à notre président, un petit rappel, c'est qu'effectivement, les questions que vous pouvez être amenés à poser sur le chat, on les enregistre bien sûr. On y reviendra soit en fin de réunion pour y répondre, soit en tout cas, on les prendra en compte et on fera en sorte qu'une réponse vous soit donnée directement ou via le site. De la même manière que toutes les informations qui sont transmises en temps réel par Benjamin en termes de liens vers de la documentation, on pourra vous refournir ça dans le cadre d'une sorte de compte-rendu que vous trouvez sur le site de la réunion d'aujourd'hui. La parole à Patrick Lefan, notre président, qui va vous parler de tout ce qui va animer Transparency France dans les semaines, mois à venir. Et puis, il rappellera aussi l'importance que revêt votre soutien à toutes et tous. Simplement pour lui éviter d'avoir à faire ce dénombrement, rappelez que vous faites partie d'une communauté qui est d'environ 200 adhérents, 220 donateurs très réguliers,
peut-être à peu près autant plus occasionnels, sachant bien sûr que la grosse masse des donateurs arrive en fin d'année, comme pour toute association qui fait l'appel aux dons. Et puis, plus largement, nous nous honorons d'avoir abonnés à notre newsletter, 13 000 correspondants sur Facebook et 18 000 sur Twitter, puisque ça fonctionne aussi dans le moderne et dans les réseaux sociaux. Voilà, je passe sans plus attendre la parole à notre président, Patrick. Merci beaucoup, Alain. Donc, je rappelle d'abord que Alain Champigneux est notre vice-président et que nous avons autour de connecter un autre administrateur, la personne de Hubert Chicou, que je salue. Et du côté de l'équipe Transparency, il y a également la déléguée générale, Nadège Buquet. Voilà. Et donc, vous aurez observé que depuis le mois d'avril, eh bien, il y a énormément de dossiers qui ont progressé. Et vous voyez la technicité nécessaire pour maîtriser un plaidoyer, intervenir efficacement pour faire valoir notre point de vue, avec une exigence de rigueur et de rapidité qui sont évidemment de qualité essentielle. Je me plais à souligner que c'est une équipe qui est quand même très féminine vous voyez la qualité et la rigueur. Donc, bravo à chacune d'entre elles pour les présentations qu'elles ont fait. Alors, les échéances pour nous, c'est évidemment la campagne présidentielle. La campagne présidentielle parce que à chaque fois que nous avons une échéance électorale, nous nous saisissons de sujets, des contextes et nous veillons à interpeller les candidats. Nous l'avons fait pour les municipales, pour en particulier essayer d'obtenir des engagements visant à renforcer l'intégrité de la vie publique locale. Et je crois qu'il y a eu des questions qui étaient posées pour savoir ce qui se passait au niveau du secteur local. Eh bien, nous sommes très présents sur le secteur local et de la même manière, nous avons interpellé les candidats aux élections régionales et nous avons saisi les binômes issus des élections départementales. Donc, à chaque élection, nous sommes présents. Mais bien sûr, l'élection maîtresse dans la vie politique française, c'est l'élection présidentielle. Et donc, nous sommes très soucieux d'être aussi présents que nous l'avons été dans la campagne de 2017. À cet égard, la pré-campagne n'est pas très encourageante parce que les thèmes que nous portons de lutte contre la corruption, de transparence de la vie publique, de lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale sont totalement occultés. On ne parle absolument pas de ça. Et pourtant, on voit bien qu'autour de nous, il y a des enjeux importants et il y a une information très importante et abondante qui est fournie, en particulier par le consortium international des journalistes d'investigation, qui est à l'origine de ce qu'on a appelé les papers, précisément les Panama Papers, les Paradise Papers et, en dernier lieu, les Pandora Papers. Alors, qu'est-ce que c'est que ces informations? Eh bien, c'est la révélation d'un certain nombre de documents confidentiels qui en fait émanent parfois de lanceurs d'alerte, parfois de sources anonymes provenant des archives de cabinets spécialisés. Et vous avez vu dans la presse ces semaines dernières la révélation quand même de situations
qui interpelle le citoyen et qui interpelle aussi les décideurs politiques. Et donc, il est important qu'au moment où s'engage la campagne présidentielle, eh bien, nous portions les enjeux de la transparence de la vie publique, je vais y revenir, et de la lutte contre la corruption et contre le blanchiment et la fraude fiscale. La caractéristique aujourd'hui de notre politique, c'est qu'on a fait un certain nombre de lois. On voit bien qu'il faut être très vigilant parce que la tentation peut être là de détricoter certaines choses sans avoir fait d'évaluation. Donc, il faut être très vigilant sur le maintien de l'acquis. Mais surtout, il faut comprendre où on va et ce qu'on veut faire. Et de ce point de vue, il y a un grand absent dans le débat public aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas quelle est la politique publique de lutte contre la corruption. On ignore tout de cela. On voit qu'il y a fait des mécanismes en silo avec des responsables qui s'occupent effectivement de chacun des sujets, mais il y a quand même des passerelles évidentes entre la corruption, qui va prendre la forme de trafic d'influence, de prise illégale d'intérêt, de versement de fonds, de délits de favoritisme. Tout ceci, c'est le côté lutte contre la corruption. Et puis, ceux qui s'occupent du blanchiment de ce qu'on appelle de l'argent sale et du financement du terrorisme, qui, je rappelle, c'est un délit inscrit dans la loi, c'est-à-dire c'est le fait de faciliter une justification mensongère de biens ou de revenus d'auteurs de crimes ou de délits qui ont procuré à ces intéressés-là un profit. Et donc, le sujet du blanchiment est évidemment un point essentiel. Quant à la fraude fiscale, eh bien, c'est traité de manière distincte. Et donc, il nous semble qu'il y a besoin d'avoir une cohérence d'ensemble, de veiller à ce qu'on connaisse les objectifs de la politique publique. C'est quand même incroyable de voir que dans le budget de l'État, vous n'avez pas la priorité accordée à la lutte contre la corruption. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mission, il n'y a pas de programme dédié. On va trouver incidemment des actions dans certains programmes, mais on n'a pas de cohérence. Et donc, il y a bien un enjeu de mettre en place une politique publique, et ça, c'est un aspect que nous devons porter auprès des candidats. Le deuxième aspect, c'est de montrer que c'est une politique qui a des ramifications internationales et donc il y a des enjeux européens et internationaux à porter. Mais on ne sera pas crédible au niveau européen si on n'est pas capable d'illustrer les acquis de notre politique de lutte contre la corruption. Et ça, ce n'est pas simplement de légiférer, mais c'est de poser un certain nombre d'actes pour que la démarche auprès de nos partenaires européens, notamment dans le cadre de la politique de la présidence française de l'Union européenne qui se déroulera le semestre prochain, comme vous le savez, eh bien, soit considérée comme pertinente et digne d'attention. Donc ça, c'est le deuxième volet important, c'est de faire en sorte que les candidats soient interpellés sur ce qu'ils comptent faire dans les différents volets de la politique de lutte contre la corruption, de lutte contre le blanchiment et contre la fraude fiscale. Et de voir quelle cohérence en fait peut être donnée à cet ensemble. Bien sûr, nous n'abandonnons pas le volet de la transparence de la vie publique, mais ce volet-là, il a quand même bien progressé, y compris au niveau local. Il reste un certain nombre de choses à faire, et de ce point de vue, il y a des dispositions, semble-t-il, intéressantes qui vont être reprises dans la proposition de loi déposée par le député
entreprises de vin dont Laurence Fabre parlait tout à l'heure. Mais disons qu'on a un cadre qui est relativement étoffé. Nous suivons cela auprès de collectivités engagées auprès de nous, qui sont réunies dans le cadre d'un forum. On aura l'occasion, lors d'autres réunions, avec vous, adhérents, donateurs, sympathisants, d'évoquer ces sujets-là si vous le voulez. Ils sont très importants, très centraux, et nous souhaitons les faire progresser parce qu'au niveau local, il y a aussi des enjeux de lutte contre la corruption. Et la meilleure manière de lutter contre la corruption, c'est de mettre en place un certain nombre de mécanismes qui sont des mécanismes automatiques de déport, des déclarations d'intérêt qui sont actualisées par les élus, de mécanismes qui rendent inattaquables les décisions qui sont prises parce qu'elles sont objectivées, parce que les déports peuvent être constatés, et que ce cadre-là, eh bien, effectivement, il va garantir les conditions dans lesquelles toute cette transparence produit des effets positifs dans la lutte contre la corruption. Bien sûr, il faudra sans doute aller plus loin, notamment des questions qui sont posées, c'est de savoir si il n'est pas souhaitable, à l'instar de l'obligation qui pèse sur les entreprises, de mettre en place un plan de prévention de la corruption. Il faut qu'au moins les collectivités les plus importantes aient l'obligation. Elles sont en train de le faire pour nombre d'entre elles, mais cette obligation, ce serait mieux qu'elle figure dans la loi. Donc, c'est tout cela que nous voulons porter auprès des candidats dans la campagne électorale. Et bien sûr, ce qu'a évoqué tout à l'heure les deux Sarah, chacun dans leur domaine, le financement des campagnes électorales, qui est à encadrer nouveau, ça c'est l'objet évidemment du colloque, et tout le dossier des biens mal acquis, qui est évidemment un enjeu très important dans le soutien en fait aux populations des pays en développement. Cette action-là, il faut la concevoir également dans sa dimension de relation entre les pays développés et les pays en développement. Voilà, donc c'est tout cela qu'on veut porter, et c'est évidemment pour cette raison-là que la campagne de dons qui aura lieu en fin d'année est si importante, parce que évidemment nous avons besoin de ressources. Évidemment, nous devons être très ferrés sur les positions que nous prenons. Elles sont à chaque fois préparées soigneusement par l'équipe et examinées et approuvées par le conseil d'administration. On a des procédures qui sont très rigoureuses. Et donc, nous comptons évidemment progresser dans l'amélioration du plaidoyer, dans l'accompagnement des entreprises et des collectivités et dans les actions contentieuses. Pour cela, il faut évidemment un certain nombre de ressources et nous sommes évidemment très reconnaissants aux donateurs et donatrices qui nous aident même pour des petits montants. C'est très important parce que nous ne vivons pas de subventions publiques, nous vivons des ressources que nous obtenons dans le cadre de partenariats, dans le cadre de cotisations libres qui sont prises par nos adhérents, mais aussi sous la forme de dons de personnes physiques et aussi parfois de personnes morales. Voilà en substance ce que je voulais vous dire en vous remerciant beaucoup de l'attention que vous portez à nos travaux, et nous sommes évidemment encore, si on a un petit peu de temps, disponibles pour répondre à toutes vos questions. Merci Patrick, merci Président. Alors, il y a eu un certain nombre de questions posées sur le chat, on appelle ça comme ça.
Je ne sais pas comment on doit fonctionner, Benjamin. Est-ce que c'est toi qui prends la main pour les relire ou je peux Oui, lancer? avec Vas-y, vas-y. plaisir, si tu veux. Je te les avais envoyés pour que tu puisses, seulement à toi, pour que tu puisses les avoir. Il y en a 3. Si tu veux, je peux les prendre en sachant que Patrick a répondu partiellement à une d'entre elles qui portait notamment sur les questions de corruption à l'échelon local et de savoir ce que nous faisions, à la fois en termes de contentieux et aussi en termes d'accompagnement des acteurs, qui sont nos 2 manières que nous utilisons le plus pour faire reculer ces pratiques. Donc, je pense que celle-là, on peut la mettre de côté. Il y en avait, pour rebondir directement sur ce qui venait d'être dit, une question qui était difficile pour ces personnages de dénoncer leur propre turpitude. Je pense que ça faisait référence à tous les mécanismes d'autosignalement auxquels Patrick faisait allusion tout à l'heure. Peut-être qu'on peut développer un petit peu là-dessus pour dire à quel point ils sont complétés par d'autres dispositions. Oui, alors, en matière de blanchiment, la loi est très précise, elle est ancienne. Elle s'est beaucoup développée depuis les années 2010. C'est la déclaration de fonction. Donc, les intermédiaires financiers, mais pas seulement les intermédiaires financiers, un certain nombre de professions assujetties, par exemple des agents immobiliers, des notaires, voilà, ont des obligations de déclarer des soupçons de blanchiment. Mais ce qu'on observe, c'est qu'elles font pas mal de déclarations de soupçons sur les personnes publiques et très peu sur les personnes morales. Donc, il y a quand même un sujet qui est comment on veille à ce que les personnes morales soient également identifiées et que donc, les enquêtes puissent être diligentées pour voir s'il y a un sujet. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'accuser à tort et à travers, il s'agit à chaque fois d'étudier le sujet. Par exemple, en matière de fraude fiscale, le directeur général des finances publiques a fait état tout récemment, vous aviez un article qui faisait référence dans la presse nationale, notamment dans Libération, qui disait depuis les Panama Papers, on a recouvré 11 millions de droits et de pénalités. On a des enquêtes qui ont été diligentées par le parquet national financier. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont conduites par les pouvoirs publics. Donc, il se passe beaucoup de choses. Et dès que l'administration est au courant d'informations ponctuelles, eh bien, elle va à la source. Elle va vérifier. Elle regarde s'il y a ou non un sujet. Donc, ça ne reste pas isolé, c'est traité par l'administration. Mais ça peut prendre du temps, surtout si il y a besoin d'avoir des collaborations d'autres services, d'autres pays. Ceci, évidemment, prend un peu plus de temps, puisque ça doit se faire dans le cadre de l'éclatement. Il y a la nécessité de contredire avec les personnes intéressées, qu'elles aient la possibilité de se justifier, et au bout du compte, la sanction va tomber, qui sera une sanction financière, ou s'il y a délit, bien une sanction pénale avec des amendes à la clé prononcées par le juge. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que les signalements sont faits. Si vous le voulez bien, il y avait une question qui portait sur la question de la PJL Justice et qui était sur la question de la limitation du temps des enquêtes préliminaires dans le temps. Alors, la question est, je ne suis pas sûr de la comprendre très précisément, je vais vous la lire telle quelle parce que je n'ai pas envie de faire un contresens qui serait fâcheux. Le temps judiciaire est toujours plus long que le temps normal. Ne pensez-vous pas que ces rapidités d'instruction sont des temps précieux qui risquent d'être préjudiciables pour la justice?
Je peux peut-être commencer à répondre et puis l'équipe pourra bien sûr compléter. Alors, le temps de la justice, c'est un temps qui est nourri par une initiative et c'est donc dans les institutions judiciaires, le procureur de la République qui a l'initiative de mener l'action publique et donc de diligenter des poursuites. Il faut respecter les procédures. Et les droits de la défense sont très bien constitués dans notre droit. On est un État de droit. Et donc, il y a une décision qui va être prise en première instance, possibilité d'appel, possibilité de cassation. Il y a maintenant des questions prioritaires de constitutionnalité qui viennent se placer dessus. Et on voit bien dans tous les dossiers que nous suivons, à commencer par les BMA, que les personnes qui sont en cause vont utiliser avec le conseil avisé d'avocats de la place, vont utiliser toute la panoplie de recours possibles. Dans le cadre du dossier, et c'est vrai également au niveau national, dans le cas du dossier où nous étions partie civile, le procès des frères Guérini, eh bien, ça a été le cas, c'est pour ça que ça a duré si longtemps, c'est qu'il y a des procédures. Donc, ça c'est vrai, le temps de la justice n'est pas nécessairement le temps de l'action citoyenne. Donc, le citoyen voudrait avoir des résultats plus probants, mais dès qu'on est quand même dans une procédure judiciaire, il y a quand même des situations qui sont très désagréables pour les personnes concernées. Donc, déjà, il y a une certaine forme de sanction, même si il y a un relax. Donc, je pense que ce temps de la justice est un temps nécessaire, qui doit être un temps serein, mais il faut donner les moyens aux responsables tant du siège que du parquet de pouvoir instruire les dossiers. Si on réduit, par exemple, les délais du parquet national financier pour faire ces enquêtes préliminaires, eh bien, la conséquence pratique presque automatique, ça va être de dire on fait une information judiciaire au bout de 2 ans, éventuellement au début de l'année, et donc on va nommer un juge d'instruction, et un juge d'instruction, il n'y en a pas beaucoup sur la place, et ils ont un nombre de dossiers à traiter qui est considérable. Donc, si on ne renforce pas les moyens de la justice financière, que ce soit du côté du parquet ou du côté du siège, en réalité, on ne va pas faciliter l'exercice de la justice. Donc, on a un enjeu qui est de montrer que la justice financière a besoin d'être convenablement dotée, et dans les arbitrages qui ont été terminés jusqu'à présent, celle-ci n'a pas bénéficié de la priorité qu'on aurait pu attendre, d'autant que, par ailleurs, cette justice financière est très efficace pour collecter des ressources publiques, puisque, comme Laurence l'a cité tout à l'heure, les conventions judiciaires d'intérêt public ont conduit à emmagasiner des sommes considérables, Laurence va peut-être citer les chiffres, dans l'escarcelle du Trésor public. Et ça, c'est un élément qui est quand même à prendre en compte. Voilà. Donc, c'est une réponse un peu plus globale, mais je pense qu'elle faut se garder la dignité, si vous voulez, du pays, c'est que nous sommes un État de droit et nous respectons les procédures de la défense. La défense a droit à une défense et à un procès équitable. Merci Patrick. Plus généralement, on peut dire que tout ce qui contribue à ce que la justice prenne le temps de faire bien la justice, on y est, comme vous, tout à fait favorable. Et merci d'avoir
su insister sur ce point parce qu'on y est nous-mêmes très attachés. Je pense qu'on arrive au terme de cette réunion collective. Encore une fois, merci à toutes et tous d'y avoir participé. Merci bien sûr aux intervenants. Je ne sais pas encore à quelle date nous fixerons une prochaine réunion de ce genre, mais vous en serez bien sûr, comme toujours, informés suffisamment en avance pour pouvoir y participer. Puisque je suis dans les rendez-vous prochains, sachez, même si ça s'adresse d'abord aux entreprises qui veulent bien être contributives à nos actions, il y aura notre dîner de gala le 25 novembre prochain au soir, et que les adhérents ont le droit, bien évidemment, aussi de s'y inscrire. Le dîner coûte à titre individuel 300 €, ce qui signifie, après déduction fiscale, un coût de 100 € pour ceux qui s'y inscrivent. Enfin bon, c'était important que je pense que je vous rappelle ce point. Et puis, bien, je vous remercie toutes et tous, et je vous dis à très bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.